Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Podcast HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode tout à fait spécial parce que nous allons, comme chaque année depuis 2 ans, rejoindre le mouvement Podcaston. Alors, qu'est-ce que le Podcaston ? Pendant 7 jours, des milliers de podcasteurs et de podcasteristes vont se mobiliser pour un événement caritatif mondial. C'est-à-dire qu'entre le 15 et le 21 mars 2025, chacun va faire un épisode dédicacé à une association dans son canal de podcast pour mettre en avant ces gens qui, dans l'ombre, souvent bénévolement, s'impliquent pour la société, pour des œuvres et des causes, et qui se démènent vraiment. Et ils méritent d'être à l'honneur, et ce podcast va être en soi, avant tout, et ne l'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, un appel aux dons. Et ça va vraiment, dans le cadre du sujet de ce jour, être extrêmement important. J'insiste, c'est un appel aux dons. Ils ont besoin de vous. Et vous allez voir que ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, mérite largement et amplement ces dons parce que ça concerne tout le monde. Je ne vais pas trop en dire maintenant. Devant moi, j'ai Rebecca Lobu. Bonjour Rebecca. Bonjour Michel et merci de m'inviter pour cet enregistrement de podcast. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Nous sommes ici dans les bureaux, c'est un business center, mais vous avez les bureaux de Oncidium Foundation. C'est ça. Ce podcast sera proposé en anglais et en français. On va commencer par une petite question classique dans notre canal HR Meetup, c'est du rêve d'adolescent à ce jour. Est-ce que tu es aligné ? Comme ça, les auditeurs pourront à la fois comprendre un peu quel était ton parcours et d'où tu viens et comment tu arrives finalement à ce travail de CEO auprès de la fondation Oncidium que tu représentes aujourd'hui au micro. Moi, j'ai très rapidement su vers quel domaine je voulais m'orienter. J'ai toujours été passionnée par la communication et le marketing. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, j'ai décidé de faire des études dans ce domaine. Et j'ai rapidement pu trouver un job dans une société qui s'appelle IBR, en médecine nucléaire. C'est une société fantastique où j'ai eu l'occasion de démarrer en tant qu'assistante marketing et j'ai évolué pour atteindre la direction du marketing dans cette société-là. J'y ai travaillé pendant 18 ans. Je suis vraiment épanouie, j'ai adoré ce que j'ai fait et surtout, j'ai pu connaître la médecine nucléaire qui m'a amenée à cette position aujourd'hui de CEO au sein de la Fondation Oncidium. Il y a un gros lien parce qu'ils font de la protonthérapie. D'ailleurs, on va parler de thérapie aujourd'hui. Et donc, de ton rêve d'adolescent, tu es aligné, tu es dans la com. Je suis toujours un peu quelque part dans la com et c'est vrai que j'ai une équipe communication au sein de la fondation et je suis souvent très proche d'eux parce que j'adore ce domaine et je suis persuadée qu'on peut faire énormément grâce à la communication. On dit toujours qu'il n'y a pas mieux que le CEO en personne pour communiquer sur sa boîte. Bah écoute, je fais ce que je peux. Okay. Je fais de mon mieux en tout cas. Les auditeurs et auditrices jugeront de cet échange et te donneront un feedback parce qu'il y a en plus un répondeur sur ces podcasts où on peut intervenir. Rebecca, maintenant que tu as présenté un peu ton parcours jusqu'à cette fondation, on va dire un peu quelle est la mission de cette fondation. Et je pense que ça va nécessiter quelques petites définitions. Alors, ne fouillez pas auditeurs, auditrices, mais voyez ça plutôt comme une opportunité d'apprendre plein de choses. On va parler de diagnostic, on va parler de thérapie, on va parler de mobiliser des gens autour d'un sujet qui est le cancer. La Fondation Oncidium, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, est totalement indépendant de toute société commerciale ou pharmaceutique. Ça, c'est très important. J'insiste beaucoup sur la neutralité de la Fondation. On a une visée internationale. Ce que l'on fait, c'est la promotion et le développement de la thérapie par radioligand à travers le monde, qui est une thérapie pour soigner le cancer. Alors, ça a l'air un mot un peu compliqué, la thérapie par radioligand. Qu'est-ce que c'est ? On n'entend pas beaucoup parler. C'est pour ça que je parlais de définition. On va donner quelques explications aux auditeurs et auditrices. Voilà. C'est un domaine de la médecine nucléaire qui est déjà une niche de l'oncologie. Onco, c'est cancer. Onco, c'est cancer. De là vient Oncidium. La thérapie par radioligand, c'est une thérapie très ciblée. Ça implique un procédé qui est basé sur les radiothéranostiques. C'est une contraction de 3 mots. Radio pour radioactivité, théra pour thérapie et nostic pour diagnostic. Comment ça fonctionne ? En superficie des tumeurs, des cellules tumorales, il y a des protéines qui sont vraiment très spécifiques pour chaque type de cancer. Elles sont différentes pour chaque type de cancer. Les chercheurs ont développé des ligands qui sont développés vraiment pour venir se fixer sur ces protéines. Là, on a un ligand, on a réussi finalement à atteindre la cellule tumorale. La bonne pièce du puzzle qui se met au bon endroit. Exactement. C'est une thérapie qui se passe en 2 temps. La première partie, c'est la partie diagnostique.
À ce ligand, on va venir lier une imagerie en médecine nucléaire. Ça peut être du gallium-68 ou du fluor-18. C'est vraiment une molécule radioactive qui est liée à ce ligand et qui va permettre, quand le patient est dans un PET scan, en français on dit par émission de positons, le TEP, en Belgique on dit PET, mais en français on dit TEP, tomographie par émission de positons. Le scanner, lui, il va repérer l'émission de radioactivité de cette molécule qui est liée au ligand. En passant par le scanner, on va vraiment pouvoir voir exactement où se trouvent les cellules tumorales et aussi toutes les métastases. Pas seulement le cancer principal, mais aussi s'il est métastasé. Ça, c'est une première phase. Et ce qui est vraiment important dans ces thérapies, c'est que dans certains cas, les patients ne répondent pas. Le ligand ne vient pas se fixer aux cellules tumorales. On sait que le patient ne va pas répondre à la phase thérapie. On ne va pas l'emmener vers un chemin thérapeutique qui ne sera pas efficace. Ça, c'est vraiment un élément vraiment intéressant de cette thérapie. Ça descend le niveau d'intrusion dès le départ puisqu'on sait que ça n'aura pas de réaction. Et je rassure les auditeurs, on ne parle pas de nanorobots qu'on met dans le corps humain, on parle bien d'une substance radioactive. C'est important de préciser aussi. C'est important de préciser parce que c'est vrai que le mot nucléaire, parfois ça fait peur. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est aussi bénéfique, il y a des applications tout à fait positives dans les soins de santé. C'est important de dédramatiser ce mot nucléaire dans le traitement. Une fois que cette première phase de diagnostic a été réalisée, on vient faire une deuxième phase, la phase thérapeutique, où on prend toujours ce même ligand, mais maintenant, on va venir lui attacher une molécule thérapeutique qui est toujours radioactive. Il y a plusieurs sortes de radiation, bêta, gamma ou alpha même. En fonction du type de cancer, on vient injecter cette paire thérapeutique et elle va venir détruire les cellules tumorales, mais vraiment dans un très très court rayon. C'est pour ça que c'est très ciblé parce que ça va permettre de maintenir les tissus sains qui sont avoisinants des cellules tumorales. Ça, c'est vraiment important. On parle de thérapie ciblée et les effets secondaires sont beaucoup moins importants que la chimiothérapie, par exemple. Je fais un petit warning là-dessus. La thérapie par radioligand, c'est un nouvel outil, une nouvelle arme que les oncologues ont pour le traitement du cancer. C'est pas la solution ultime. C'est un des outils que les oncologues peuvent utiliser pour soigner le cancer. Et tu l'as dit, il y a une condition, c'est que la personne réagisse positivement au premier essai d'association au ligand. Exactement. Oui, d'accord. Là, on a un peu expliqué qu'est-ce que c'est ce concept. C'est assez nouveau. Ça existe depuis quelques années. Il y a encore une grande partie qui est en phase de recherche. Et d'où mon point, c'est que c'est une thérapie qui est encore méconnue, qui est très, très prometteuse. Le nombre d'essais cliniques est vraiment exponentiel dans ce domaine-là. La mission de cette fondation ? Le but de la fondation Oncidium, on travaille sur 3 pôles, 3 aspects. L'accès, l'éducation et l'espoir. Ça, c'est les 3 piliers sur lesquels on travaille. On va voir chacun en détail alors. Le premier, qui est le pôle accès. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ces thérapies accessibles ? Ça va être une de mes questions, quel est le coût ? Ici, on ne parle pas en termes de coût, on parle vraiment en termes d'accès. Matériel, physique et autres. Exactement. D'accord. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé un réseau d'ambassadeurs. Ce sont des médecins nucléaristes bénévoles. Aujourd'hui, on compte plus de 105 médecins qui font partie du réseau de la Fondation Oncidium, qui travaillent à un niveau national pour faciliter l'accès de leurs patients à cette thérapie-là. Alors, l'accès est vraiment très différent d'un pays à l'autre en termes d'infrastructure, parce qu'on parle de radioactivité. Il y a toute une infrastructure qui doit être spécifique à ces traitements-là. Cadré, surveillé. Exactement. Mais aussi en termes de remboursement, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de remboursement. Et aussi, c'est méconnu. Nos ambassadeurs, ils travaillent aussi à, en fait, réaliser notre mission globale à une échelle nationale dans leur réalité, parce que chaque pays est différent, il a sa propre problématique. C'est très important d'avoir des personnes sur place pour savoir sur quoi travailler. Notre vocation, notre souhait, on appelle ça un moonshot, on aimerait avoir au minimum un ambassadeur dans chaque pays du monde d'ici 5 ans. C'est en très très bonne voie. On est super content de ce réseau d'ambassadeurs et de l'efficacité de ce réseau-là. On arrive à être présent dans un très grand nombre de pays pour le moment. J'ai une question par rapport à ça. Quand on veut être médecin ambassadeur, est-ce qu'on a besoin d'avoir des compétences particulières ou est-ce que le fait qu'il y ait une centaine, ce qui est déjà bien, mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que tous les autres ne font pas partie du mouvement ? Parce qu'il y a un vrai engagement de la part de ces bénévoles. C'est pas juste un petit logo sur ma carte de visite, c'est une vraie implication. Oui, ils sont bénévoles, mais ils sont aussi experts en thérapie par radioligand dans leur pays. Ah voilà, ce qui limite forcément le nombre de personnes capables de se porter bénévole, j'imagine. Tout à fait. Effectivement, on reçoit beaucoup de demandes, mais on n'accepte pas toutes les demandes qu'on leur reçoit parce qu'on veut vraiment que les ambassadeurs s'impliquent et ils réalisent des actions et fassent en sorte qu'un maximum de patients puissent avoir accès dans leur pays. C'est un peu le référent qui va lui-même être le
porte-parole dans son pays auprès du réseau oncologue national. D'où la nécessité d'avoir le côté expert aussi sur le côté pour savoir de quoi il parle et pouvoir bien l'expliquer sans déformer, sans dévier, Exactement. parce que sinon c'est contre-productif par rapport à votre mission. Exactement. On sélectionne vraiment comme ambassadeurs les personnes, on appelle ça des key opinion leaders. Ce sont vraiment des experts qui sont reconnus dans leur métier. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans tous les pays, tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité matérielle et logistique d'être traité dans ce pays-là. Puis il y a des pays très pauvres aussi qui Il y a n'ont des peut-être pays pas très la possibilité d'accéder du tout. Et voilà. Et dans ce cadre-là, ce que l'on a mis en place, c'est qu'on aide ces patients-là à voyager dans les pays avoisinants et on a développé ce réseau international qui permet d'accueillir les patients dans leur propre institution et pouvoir les traiter. Et on accompagne matériellement ces patients de leur domicile à un centre de traitement le plus proche. Si on revient en deuxième pôle, qui est le pôle éducation, comme je le disais en introduction, c'est encore très méconnu comme type de thérapie. Si tu sors de la médecine nucléaire, même en oncologie traditionnelle dans les pays moins développés que le nôtre, dans lesquels on a la chance de vivre, il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais l'éducation au niveau des médecins, au niveau des patients, au niveau de qui? Quelle est la cible de cette éducation qu'on veut prôner? Alors justement, on a 3 cibles de communication. On a premièrement les patients, mais surtout via les associations de patients. Parce qu'aujourd'hui, on est diagnostiqué d'un cancer. La première chose qu'on fait, on va sur Google et on cherche. Ou on demande à ChatGPT. On demande à ChatGPT. Et souvent, on arrive à des associations de patients. Alors, soit des associations par thème, par type de cancer, ou soit par région. On s'adresse souvent à eux. Et nous, on essaye de faire en sorte que les associations de patients puissent répondre et informer les patients sur cette option thérapeutique qui est l'existence de cette thérapie thérapie. par radioligand. On sert un petit peu de relais. Je disais, les patients, c'est une première cible. La deuxième sont les médecins référents. Aujourd'hui, on s'adresse d'abord à un neurologue, à un oncologue ou à un médecin spécialisé. N'a pas forcément connaissance de la thérapie par radioligand. L'important, c'est qu'ils puissent avoir connaissance et envoyer leurs patients vers justement les experts qui pourront décider si oui ou non ce patient est éligible ou pas. Et donc tu disais qu'il y avait 3 cibles finalement, et la troisième c'est qui? La troisième cible, c'est justement la communauté d'experts en médecine nucléaire internationale, pour laquelle on fournit un contenu éducationnel très régulier et très pointu sur une plateforme qui est tout à fait neutre, qui n'est pas orientée vers une société pharma ou vers une Ou vers un lobby application. ou autre. Exactement. C'est l'avantage d'être une fondation but non lucratif, c'est qu'on fournit vraiment du contenu tout à fait neutre pour permettre à ces experts de aussi proposer les alternatives les plus récentes. Si on devait prendre un thermomètre et dire à quel niveau on en est de la connaissance dans le milieu médical, propre aux médecins, hôpitaux universitaires et autres, en Belgique et en Europe en général, tu as une idée de ce que ça représente le niveau de connaissance? On est quoi, à 60% de connaissance, à 30, à 100, à 90? Alors comme je te disais, on a beaucoup de chance en Belgique. On est un peu dans le paradis de la médecine nucléaire parce qu'il y a énormément d'offres et on a les meilleurs centres d'excellence. On appelle des centres d'excellence en thérapie par radioligand. Je prends l'exemple de l'Institut Jules Bordet à Bruxelles. C'est vraiment le centre d'excellence un peu... C'est très bien développé en Belgique et aussi en Europe. Même en Europe, d'accord. Même en Europe. Je peux aller en Espagne, ils connaissent. En Espagne, c'est connu. Ouais, oui. Là où c'est moins connu, mais c'est évident, c'est dans les pays plutôt en voie de développement. Mais tu sais, c'est important d'inclure ça dans les comités pluridisciplinaires. Un patient, il y a l'équipe pluridisciplinaire qui est là autour de lui. C'est important d'apporter l'option thérapie par radioligand dans cette pluridisciplinarité. Pour répondre à ta question, le thermomètre, il est très variable d'un pays à un autre. Et je dirais qu'en Belgique, on est très, très, très bien lotis. Alors, il nous reste encore un volet dont on va un peu donner quelques explications. Et je pense que finalement, dans ce podcast, ça va être le volet le plus important de cet échange. C'est un appel aux dons, j'ai dit. Donc, vous avez besoin de dons. On va un peu expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire avec ces dons. Parce que vous fonctionnez essentiellement avec des dons. Pour votre indépendance, d'ailleurs. Exactement. Ce dernier volet, qui est le volet espoir, c'est vraiment le plus important. C'est la principale activité que l'on fait. C'est faire en sorte qu'un maximum de patients à travers le monde puissent être sauvés grâce à cette thérapie-là. Alors, comment on fait? On a mis en place un nouveau programme qui s'appelle RLT Connect. Comment ça fonctionne? En fait, concrètement, c'est un projet de donation de doses. Je l'ai expliqué précédemment, les doses thérapeutiques et diagnostiques. Si on t'écoute bien, on a compris qu'il y avait 2 doses minimum, sauf si le premier ne réagit pas. C'est pas si simple que ça. On va un petit peu compliquer les choses, Rebecca. Nous, on se concentre vraiment sur la partie thérapie. On doit cadrer nos ambitions parce qu'on peut pas tout faire. D'accord. Si on veut être efficace, on doit vraiment se concentrer. On a décidé de se concentrer sur la partie thérapeutique. Donc pour ceux chez qui ça marche, la première réaction. Voilà.
Et généralement, c'est 4 doses à 1 mois d'intervalle qui sont injectées aux patients. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que cet outil RLT Connect? En fait, c'est un website qui est dédié aux patients qui n'ont pas les ressources financières de payer ce traitement-là. Je le disais en Belgique. Mais dont la vie est en danger. Mais dont la vie est en danger parce que souvent, la thérapie par radioligand vient en dernière intention dans la chaîne de traitement. Les patients ont testé toutes les alternatives habituelles. Ils sont leur dernier recours. Généralement, la thérapie par radioligand, aujourd'hui, elle est proposée en dernière intention. Pourquoi on ne le fait pas en amont plutôt? Parce que c'est un tout nouveau domaine. Le domaine médical attend les clinical evidence, les évidences D'accord. cliniques. L'éducation, on y revient, c'est super primordial. Quoi. Exactement, Ouais. exactement. Alors reprenons donc. On se concentre sur ces 4 doses, puisque Voilà. c'est ce qu'on veut atteindre. RLT Connect, c'est une plateforme de donation de doses pour les patients qui n'ont pas les moyens de payer leur traitement. Ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a aucun remboursement pour la thérapie par radioligand. Je disais, nous, on est bien lotis, mais dans de nombreux pays, il n'y a pas de remboursement. Et c'est quelque chose qui est inabordable dans beaucoup de pays. On parle de quelle gamme de prix? C'est 20 000 € généralement un traitement De 4 doses. de 4 doses. Waouh, donc 5 000 € la dose, quoi. Voilà, à peu près. Et ça, c'est le prix pour ces pays-là. Si on devait donner le coût en Belgique, on est 5 ou 6 fois au-delà de ce prix. Ah ouais, c'est impressionnant. Voilà. Je prends l'exemple d'un patient en Argentine. C'est quelque chose de tout à fait inabordable, ou dans beaucoup d'autres pays. Comment ça se passe? Le médecin va soumettre une demande via cette plateforme-là. Ça fonctionne sur base de l'offre et la demande. Il va soumettre une demande et voilà, j'ai un patient, j'ai analysé son dossier, je sais qu'il n'a pas les ressources pour financer son traitement. Il a besoin d'une dose en février, une en mars, une en avril, une en mai. Et de l'autre côté, on a l'offre. Donc, on a des accords avec des sociétés pharmaceutiques qui se sont engagées à donner des doses pour des patients dans le besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. On a essayé de faire des matchs entre la demande et l'offre. Notre objectif via cette plateforme, c'est pouvoir donner 2000 doses dans les 5 prochaines années aux patients sans moyens financiers pour pouvoir avoir accès à ces traitements-là. On a lancé cette initiative au mois de mars cette année-ci. On a déjà été capable cette année d'administrer 100 doses. Chapeau, respect. Là, aujourd'hui, on commence à recevoir des messages de remerciements de personnes qui disent « Ben voilà, grâce à vous, ma vie a pu être sauvée ». On reçoit des photos la semaine passée d'un monsieur en Argentine avec sa petite fille dans les bras en disant « Grâce à vous, j'ai pu rencontrer ma petite fille ». On reçoit beaucoup de messages et ça, c'est vraiment ce qui nous donne la motivation, l'énergie de nous lever tous les matins. Waouh, j'ai des frissons. Oui, on a des accords avec les sociétés pharma qui ont accepté de donner des doses, mais c'est pas suffisant pour atteindre notre objectif de 2000 doses en 5 ans. Voilà, et c'est là qu'interviennent les auditeurs et auditrices. Voilà. Ok. On a besoin de support, de donation. Chaque euro compte et chaque euro reçu est 100% utilisé à ce projet-là. Alloué à la Il dose. ne va donc. pas servir à couvrir les frais de fonctionnement de la fondation, pas du tout. Vraiment, 100% des donations sont données au projet et sont données pour sauver des vies. En fait. On a parlé offline et tu m'as dit, on est régulièrement, chaque année, dans une série d'événements, et notamment un tour du monde. Tu m'as parlé de plusieurs choses. On peut en toucher un mot parce que je trouve ça sympa aussi. Oui, alors chaque année, on organise le Tackle Cancer Challenge. Et en fait, c'est un événement sportif collaboratif. L'idée, c'est que les participants s'enregistrent via une application et pendant 2 semaines, les participants ont l'occasion d'encoder leur activité sportive. Premièrement, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien au corps. On enregistre son activité sur l'application et c'est converti en unité de course à pied. Cette année-ci, on a eu plus de 500 participants et tous ensemble, on a été capable de réaliser un tour du monde, donc 36 000 kilomètres tous ensemble. C'est l'occasion de générer de l'information. Tiens, qu'est-ce que c'est Tackle Cancer Challenge? Pourquoi? La thérapie par radioligand? Ah bon, qu'est-ce que c'est? Et donc, j'en parle à mon voisin ou à mon collègue de sport. Et tiens, je vais créer une activité team building dans mon équipe, dans ma société. Ça rencontre le côté éducationnel en fait. Tout à fait. C'est vraiment le moyen de rejoindre l'utile et l'agréable. On a pu, grâce à cet événement-là, avoir des sponsors et collecter aussi des fonds qui vont 100% être alloués à l'administration de doses thérapeutiques pour les patients dans le besoin à travers le monde. Dans les auditeurs et auditrices, il y a monsieur et madame tout le monde qui nous écoutent. On a des patrons, des RH, et les patrons et des sociétés vont peut-être se dire « Mais moi, j'ai envie d'intervenir bien plus qu'avec un simple don. J'ai peut-être envie de devenir votre sponsor. C'est possible ?» Tout à fait. La principale source pour permettre à la Fondation de fonctionner, c'est le sponsoring. Devenir sponsor de la Fondation Oncidium, c'est aussi un moyen de construire son Social Responsibility Program. Le ESG ou le RSE, comme on disait avant, responsabilité ça. sociétale d'entreprise. Voilà. Je dis souvent,
aux sociétés, c'est bien d'avoir un programme, et s'il permet de sauver des vies, C'est encore mieux. c'est peut-être encore mieux. Eux, on les invite à faire d'abord un don de toute façon, parce que c'est quand même le but de cet épisode. Et puis ensuite, ils peuvent te contacter. On mettra les moyens de vous contacter dans le descriptif de ce podcast. Comme ça, s'ils veulent être sponsors, on les encourage fortement, bien évidemment. On a 3 questions de clôture du podcast, mais avant de parler de ces 3 questions, on va faire 2 choses. On va donner l'adresse du site internet où les gens peuvent aller se rendre pour en savoir plus sur la fondation. Il y a un site. Il y a un site web qui s'appelle oncidium-foundation.org. Voilà, on mettra le lien dans le descriptif de l'article aussi. La dernière chose aussi, c'est est-ce que tu as dit tout ce que tu as envie de partager avec nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, ou est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je peux peut-être encourager les auditeurs à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir justement toutes les activités qu'on fait au quotidien à travers le monde et voir concrètement quels sont les impacts journaliers que l'on fait. Et voilà, j'encourage LinkedIn, X, Instagram, Facebook. Vous êtes partout. On est partout. Ça coûte rien et ça nous permet d'augmenter notre audience et maximiser l'impact de nos activités. Oui, c'est ça. Donc n'oubliez pas, c'est pas seulement question de vous informer, de vous éduquer, mais par un like, un j'aime ou un partage, vous allez aussi avoir un impact immédiat. Si vous n'avez pas les moyens de faire un don, c'est que vous rendez la fondation visible et elle en a besoin tant pour l'éducation, tant pour la sollicitation des dons. On vous Exactement. encourage à le faire. Soyez généreux. Alors on va passer à nos 3 fameuses questions RH de clôture qui sont liées au thème des ressources humaines. Qu'est-ce que ce serait pour toi un bon RH? Alors moi, j'ai décidé qu'au sein de la Fondation Oncidium, il n'y aurait pas de fonction RH spécifique. Mais pour moi, le RH, c'est une impulsion qui doit être donnée via le leadership de ma fondation. C'est un peu mon souhait, c'est que ça soit insufflé. Et on a la chance de travailler dans un domaine super motivant. Il y a une vraie mission. On a vraiment le sentiment de se sentir Il y a du sens au travail. utile. On a énormément de sens. Je crois que ça permet vraiment aux équipes de la Fondation de rester vraiment motivées tous les jours. C'est vraiment, pour moi, le RH, c'est insuffler une volonté de bien faire au travail. J'aime beaucoup cette réponse. Alors, on a une deuxième question qui est l'effet waouh. Tu vois, c'est un endroit où des gens que tu rencontres et le premier mot qui te vient inconsciemment dans la tête, c'est waouh, waouh, waouh. Ça m'inspire. Est-ce que tu as déjà connu ce genre de situation? Sinon, qu'est-ce qui te donnerait un effet waouh? Alors moi, ce qui m'a fortement inspirée, j'ai découvert ça via mon précédent emploi qui est chez IBA, c'est l'intelligence collective. C'est une des premières sociétés à avoir implémenté l'intelligence collective à large échelle. Pour moi, ce que l'intelligence collective apporte dans un groupe, c'est la motivation, une façon de s'auto-gérer et de faire en sorte qu'on travaille tous vers le même objectif, de manière automotivée. Alors, la dernière question, c'est un message que tu aurais envie de passer à nos RH, DRH, patrons d'entreprise. Alors déjà, on leur a passé le message, devenez sponsor, soyez généreux, faites un don. C'est la moindre des choses, je pense, et le sujet peut vous concerner un jour ou l'autre. On a une idée des statistiques de cancer en Belgique, il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de gens, si on écoute autour de nous, de proches qui meurent d'un cancer. Dans le monde, 10 millions de personnes meurent chaque année du cancer. Et personne n'est à l'abri. 10 millions de personnes, c'est énorme. Par an, Sur ce chiffre, une grande portion pourrait être soignée par la thérapie par radioligand. Donc une grande portion. C'est très difficile à chiffrer, mais je voudrais donner un exemple pour le cancer de la prostate. Cette année-ci, en 2024, 156 000 patients qui souffrent de cancer de la prostate pourraient être soignés par la thérapie par radioligand. Ils seraient éligibles. Vous vous souvenez ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Passe dans le PET scan et on voit les cellules tumorales. 156 000 personnes pourraient être soignées. Et en fait, en réalité, 13 000 seulement vont être traitées par la thérapie par radioligand. Mais un chiffre encore plus important, c'est que parmi ces 13 000-là, 0 vont être traités dans les pays en voie de développement. Ça, c'est interpellant quand même. Voilà, Ouais. ça c'est mon message d'aujourd'hui. Merci beaucoup Rebecca pour ton temps que tu m'as consacré, la passion qu'on ressent bien. Chers auditeurs et auditrices, on fait appel encore une fois à votre bon cœur et à votre petit geste de faire un don. Petite cerise sur le gâteau, ce podcast Rebecca, il est accompagné, je l'ai dit au début, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété, d'un lien qui mène vers un répondeur vocal. Donc en suivant ce lien, vous cliquez, une petite fenêtre qui dit « Autorisez-vous le micro ?» Vous dites « Oui », assurez-vous d'avoir un micro de qualité quand même. Et vous pouvez parler, et ça enregistre directement, et que vous pouvez réécouter 100 fois si vous voulez, jusqu'à ce que le message vous convienne. Et quand vous avez terminé, vous faites « Envoyer » et vous devez mentionner votre email pour que ça parte. Nous, on reçoit le message. Si vous nous dites « On peut partager sur les réseaux », quand on publiera l'épisode en mars, en commentaire, on mettra le témoignage ou les questions des gens, et tu pourras les entendre et réagir de la même façon, Rebecca. Et si les gens ne nous disent rien, on considère que c'est privé, on te forward le mail avec un lien vers leur témoignage vocal. Tu peux les écouter, leur répondre avec leur email qu'ils auront mentionné. Voilà, on vous invite à le faire. C'est aussi une bonne façon d'interagir avec Oncidium Foundation. Et on vous remercie tous et toutes pour votre temps d'écoute. À très bientôt pour de nouvelles aventures podcast. Au revoir Michel, merci et merci aux auditeurs.
You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.